Elle disait que le courage n'était jamais un bruit, mais une fissure qui accepte enfin de parler. Et aujourd'hui, à 55 ans, Uma Thurman laisse cette fissure s'ouvrir. Depuis des années, elle portait ce poids en silence, un silence dense, presque granuleux, celui d'un amour brisé qu'elle n'avait jamais voulu exhiber. Je ne voulais pas régler mes comptes en public, mais il arrive un moment où le silence vous trahit. Ces mots, elle les murmure sans colère. Une confession discrète, presque prudente, comme si chaque syllabe réveillait une ancienne cicatrice. Car l'histoire qu'elle s'apprête à raconter n'est pas seulement la sienne. C'est aussi celle d'un homme qu'elle a aimé avec une intensité qu'elle-même décrit comme trop lumineuse pour durer, Ethan Hawke. Deux trajectoires fulgurantes, deux intelligences sensibles, deux êtres qui dans leur ascension ont fini par se perdre. Pourquoi parler maintenant? Pourquoi aujourd'hui, alors que les années ont passé, que les carrières ont repris leur course, que les enfants ont grandi et que Hollywood a déjà archivé leur histoire dans les chapitres jaunis des divorces célèbres? Elle répond d'une voix basse. Parce que je veux que mes enfants sachent ce que je ressentais vraiment et ce que j'ai tenté de protéger. Le documentaire s'ouvre donc sur ce moment suspendu où l'actrice longtemps discrète accepte d'ouvrir la porte d'un passé qu'elle avait soigneusement rangé. Pas pour revisiter la douleur, elle insiste, mais pour rétablir ce qu'elle appelle la vérité émotionnelle. Pas une vérité juridique, pas un règlement de compte. Simplement la vérité intime d'une femme qui a aimé chuter et réappris à respirer. Elle évoque Ethan avec douceur sans réécrire l'histoire. Il a été le premier homme à me regarder comme si j'étais un mystère à déchiffrer. Et aussi nous étions magnifiques et terriblement fragiles. Deux êtres publics mais une vulnérabilité profondément privée. Dans cette ouverture, Uma Thurman reconnaît qu'elle a longtemps refusé de revenir sur ces années. Les tabloïds américains avaient déjà tout déformé: la jalousie, la distance, les soupçons d'infidélité, la fatigue d'un couple devenu symbole. Elle, de son côté, s'était réfugiée dans le travail. Ethan dans l'écriture. Et entre eux, une faille grandissante, celle qu'elle n'avait jamais nommée clairement. Aujourd'hui, elle le fait, lentement, sans chercher l'effet dramatique. Je ne veux pas blesser. Je veux comprendre ce que je n'ai pas compris à l'époque. Le récit qui débute n'est donc pas un reproche. C'est une tentative tardive de regarder en face une histoire trop lourde pour être tue, trop douloureuse pour être racontée autrefois. Et alors 3 questions surgissent, les siennes, mais aussi celles que nous porterons tout au long de ce film. Qu'est-ce qui réellement a fissuré l'amour qu'il croyait être indestructible? À quel moment un couple si admiré a-t-il commencé à s'effondrer de l'intérieur? Et que cherche-t-elle aujourd'hui en brisant enfin ce silence? Elle raconte leur première rencontre comme on évoque un instant qu'on croyait anodin, mais qui des années plus tard éclaire tout le reste. Ce n'était pas une révélation fulgurante, pas un coup de tonnerre romantique. C'était une sensation plus discrète, une reconnaissance silencieuse, celle qui passe d'un visage à l'autre quand deux êtres comprennent qu'ils se ressemblent davantage qu'ils ne l'auraient imaginé. En 1997, Uma Thurman est déjà cette silhouette longiligne fascinante devenue icône grâce à Pulp Fiction. Ethan Hawke lui porte encore l'élan nerveux et poétique de Before Sunrise. Hollywood bruisse de leur nom, mais ce soir-là, autour de la table de lecture de Gattaca, ils ne sont que 2 jeunes acteurs un peu intimidés par l'enjeu, un peu fatigués par les tournages précédents et surtout conscients de marcher sur un terrain nouveau. Je me souviens qu'ils souriaient d'une façon étrange, comme s'ils cherchaient à deviner ce que je pensais avant même que je parle. Uma Thurman laisse échapper cette phrase d'une voix posée presque amusée. C'est ce souvenir-là qui, selon elle, a ouvert la première brèche. Ce jour-là, Ethan lui dit simplement « On dirait que vous ne faites pas semblant ». Une phrase courte, presque banale, mais qui la déstabilise. Car dans un monde où chacun compose, joue, calcule, être vu comme authentique, réveille chez elle une émotion inattendue, une forme de soulagement. Le documentaire déroule alors les premières heures de complicité, les répétitions qui s'étirent, les pauses café, où les scénaristes s'éparpillent, mais où eux restent sans raison précise. Et cette manière particulière qu'il avait de l'écouter comme s'il enregistrait non seulement ses mots, mais aussi les nuances dans lesquelles il se glissait. Je ne savais pas encore que ce regard deviendrait un refuge, et plus tard une inquiétude. Le récit avance avec douceur sans embellissement. À cette époque, Hollywood se transforme, les studios cherchent des visages nouveaux, des récits plus sombres, plus complexes. Uma et Ethan dans ce tumulte trouvent dans ces journées de tournage une bulle fragile, presque clandestine. Elle dit qu'ils n'étaient pas encore amoureux, pas vraiment,
plutôt deux solitudes qui acceptaient soudain de se frôler. La voix off laisse respirer quelques secondes, comme pour permettre au spectateur de saisir ce qui se jouait vraiment, un rapprochement presque imperceptible, mais déjà chargé d'une intensité qui les dépasserait bientôt. Le tournage de Gattaca devient un terrain d'observation mutuelle. On les voit dans les images d'archives jeunes concentrer l'esprit tourné vers leur travail, mais avec ce quelque chose d'indéfinissable dans leur regard. Un mélange d'admiration, de prudence et peut-être d'appréhension. Je le trouvais brillant, pas brillant à la manière d'un acteur ambitieux. Brillant parce qu'il respirait une forme de liberté qui me manquait. À l'époque, Uma Thurman sort d'une relation difficile. Ethan Hawke, lui, se cherche encore entre la littérature qu'il commence à écrire et les films indépendants qu'il rêve de tourner. Cette fragilité réciproque devient une passerelle. Et puis vient ce soir précis, elle ne se souvient plus de la date, mais elle se souvient du moment. Une conversation s'éternise après une journée de tournage. Les techniciens rangent les couloirs, se vident. Eux restent assis sur une caisse métallique à parler de leurs peurs, de leurs ambitions, de ce qui les fatigue dans l'industrie. Il m'a dit qu'il avait peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Elle marque une pause. J'ai pensé moi aussi. Ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas un geste romantique. C'est un aveu partagé, deux vulnérabilités qui se reconnaissent. Dans un documentaire plus sensationnaliste, on aurait parlé de destin ou de coup de foudre. Mais ici, la voix off assume autre chose. Ce fut une rencontre lente, presque timide, un rapprochement qui prit forme dans les interstices. Là où les caméras ne filment pas, là où les acteurs cessent de jouer. Avec le recul, Uma admet que tout avait déjà commencé à ce moment-là. Pas l'amour, mais la possibilité de l'amour. On a laissé grandir quelque chose dont on ne mesurait pas encore la force. Et c'est cette force d'abord douce et délicate qui bientôt les propulsera vers des années de lumière, avant de les confronter à leurs premières ombres. Ils entrent dans la nouvelle décennie comme deux comètes qui traversent Hollywood avec une assurance presque insolente. Leur couple attire fascine intrigue, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il semble incarner un idéal rare, l'alliance entre le talent, la sensibilité et cette forme d'élégance discrète qui échappe aux artifices. Uma Thurman, auréolée par le phénomène Kill Bill, devient l'une des figures féminines les plus marquantes de son époque. Les studios parlent d'elle avec admiration, parfois avec crainte. Elle avait cette autorité naturelle mais sans froideur, glisse une ancienne productrice dans un entretien conservé par les archives de Miramax. Les plateaux s'adaptent à son rythme, les magazines la célèbrent, les réalisateurs la courtisent. Ethan Hawke, de son côté, multiplie les rôles qui déconstruisent l'image du jeune premier Training Day Before Sunset Taking Lives. Il se forge une trajectoire hybride, moitié acteur, moitié écrivain, une identité artistique que peu à l'époque osent embrasser complètement. Dans les interviews, il parle souvent d'écriture comme d'un espace vital, une chambre secrète où je respire. Pourtant, à chaque mention d'Uma, son sourire trahit une fierté singulière. Dans les années 2000, ils deviennent l'un de ces couples qu'Hollywood observe avec gourmandise. Pas pour les scandales, il n'y en a pas encore, mais pour cette chimie étrange entre deux êtres que la célébrité n'a pas déformée. Ils apparaissent parfois sur les tapis rouges, rarement ensemble. Mais lorsqu'ils le font, leur présence impose un calme inattendu, comme si l'un renforçait la profondeur de l'autre. La voix off souligne ce contraste, elle solaire, structurée, exigeante. Lui, plus mouvant, presque bohème, porté par une énergie intérieure imprévisible. Deux lignes qui ne devraient pas se rejoindre, et qui pourtant s'entrelacent avec une intensité que les proches décrivent comme électrique mais fragile. Les années de gloire pour eux ne sont pas seulement professionnelles. À la maison, l'ambiance est douce, presque familiale. Leur fille Maya grandit au milieu des scénarios annotés des livres qui s'empilent des jouets, qui traînent au pied du piano. Ethan compose parfois des scènes pour elle. Uma relit ses premiers textes d'un œil tendre et critique. Tu as une voix, mais tu n'oses pas encore t'en servir pleinement. On les imagine volontiers dans une maison, au bruit feutré entre les rires des enfants et les appels des agents. Mais le documentaire ne cherche pas à romantiser. La voix off rappelle que leur vie ressemble aussi à une succession de voyages, de décalages horaires, d'horaires impossibles. Elle enchaîne les promotions en Europe, lui tourne sur la côte Est. Puis l'inverse. On vivait intensément. On ne vivait pas ensemble tout le temps, mais on vivait pour quelque chose qui nous dépassait, dira Ethan plusieurs années plus tard. Les images d'archives montrent un couple solide, mais on y devine parfois une fatigue subtile. Dans le regard d'Uma, un éclat de lucidité, celui de quelqu'un qui sait que la stabilité n'est jamais acquise. Dans celui d'Ethan, un enthousiasme presque brûlant, celui de quelqu'un qui cherche toujours un ailleurs. Hollywood alors murmure que leur union est atypique.
Trop d'ambition d'un côté, trop de quête existentielle de l'autre. Les tabloïds encore sages préfèrent s'intéresser à leurs succès respectifs plutôt qu'à d'hypothétiques tensions. Le public voit en eux deux artistes complémentaires, deux pôles qui se répondent sans s'annuler. Le documentaire s'attarde ensuite sur l'année décisive 2003. Uma Thurman triomphe dans Kill Bill Volume 1, film tourné dans la douleur physique mais dans une détermination presque féroce. Sur un tapis rouge, elle confie à un journaliste « J'ai appris que la force n'est pas celle qu'on montre, c'est celle qu'on retient ». Cette phrase résonne aujourd'hui d'une façon nouvelle, presque prémonitoire. Pendant ce temps, Ethan Hawke publie son roman Ash Wednesday et reçoit les premières critiques vraiment enthousiastes. Il tourne également Before Sunset film qui interroge précisément ce qui s'effrite quand la vie va trop vite. On les voit alors dans une soirée filmée sans qu'ils le sachent. Il la regarde au loin, elle sourit à un photographe. Rien de spectaculaire, juste deux trajectoires parallèles brillantes presque parfaites. Et pourtant, la voix off glisse un premier frémissement, un souffle ténu. La lumière parfois éblouit au point de aveugler ce qu'on ne veut pas voir. On avait tout pour être heureux. Mais on vivait à un rythme qui ne pardonne rien, confiera plus tard Uma Thurman. Ces années de gloire leur ont offert le sommet. Elles leur ont aussi échappé comme un succès qu'on ne peut saisir qu'en courant. Et derrière le faste, derrière la ferveur du public, se prépare déjà ce que la voix off appelle doucement les premières ombres. Celles qui s'annoncent par de minuscules décalages invisibles au début, mais qui bientôt deviendront des failles. Ce n'est jamais un événement brutal qui brise un couple. Souvent, ce sont des détails minuscules, presque invisibles, mais qui s'accumulent comme des grains de poussière dans une mécanique trop sollicitée. Et pour Uma Thurman et Ethan Hawke, ces détails commencent à s'imposer dès 2004. La carrière d'Uma atteint un nouveau sommet. Les tournées promotionnelles s'enchaînent, les studios exigent davantage, les réunions se prolongent. Elle répond présente comme toujours. Mais alors, quelque chose s'affaisse en sourdine. Je voulais être partout à la fois. Mère, épouse, actrice, partenaire. Et je n'étais pleinement rien de tout cela, confiera-t-elle plus tard. Ethan lui vit un moment étrange, le succès de Before Sunset l'expose, mais son écriture devient son refuge. Il publie, il enchaîne les lectures publiques, il s'embarque dans des projets de théâtre off-Broadway qui lui tiennent à cœur mais qui l'éloignent encore plus. Pourtant, cela pourrait encore tenir, cela pourrait même se réparer. Mais ce soir-là, un soir qu'Uma décrit avec une précision presque douloureuse, leur équilibre se fissure. Elle rentre d'un tournage épuisant. Les enfants dorment. Ethan, plongé dans un manuscrit, relève à peine les yeux. Pas par indifférence, jure-t-il plus tard, mais parce que lui aussi se sentait submergé par quelque chose de plus grand que lui. « Tu ne m'as pas demandé comment j'allais, lui aurait-elle dit. Une phrase simple, mais qui tombe comme un verdict silencieux. Il répond « Je pensais que tu voulais juste du calme. » Elle respire profondément. « Non, j'avais besoin de toi. » C'est un échange banal, presque trop banal. Et c'est précisément là que la fissure prend racine. À partir de ce moment, les incompréhensions se multiplient. Elle se sent seule malgré le tourbillon de lumière autour d'elle. Lui se sent insuffisant, incapable de répondre aux attentes gigantesques qu'il imagine peser sur ses épaules. Le documentaire adopte alors une respiration plus hachée. Mais alors, pourquoi ne se parle-t-il plus avec la même simplicité? Pourtant, ils s'aiment encore, cela se voit dans les images d'époque. Ce soir-là, un silence supplémentaire s'installe, le genre de silence qui, répété, devient plante grimpante et étouffe tout le reste. Les proches interrogés dans les archives évoquent deux tempéraments qui jusque-là se complétaient, mais qui soudain ne vibrent plus à la même fréquence. Uma devient plus protectrice, plus concentrée sur la famille. Ethan lui cherche de l'air, ou peut-être une preuve qu'il n'est pas condamné à rester dans l'ombre de l'immense succès de sa femme. Il confie dans une interview de 2005 « Je ne savais plus qui j'étais. Je jouais trop de rôles à la fois. » La presse, qui jusque-là applaudissait leur union, commence à scruter leurs gestes. Des articles apparaissent d'abord timides. Des tensions entre Uma et Ethan. Trop de travail. Trop de distance. Elle ignore ces rumeurs. Louis s'écrispe. Une amie du couple dira plus tard « Ils ne vivaient plus la même histoire au même moment. » Et c'est là que les premiers soupçons surgissent. Des bruits, des murmures, des allusions à une possible infidélité d'Ethan, jamais confirmée, jamais assumée, toujours démentie. La voix off se fait grave. Ce n'est pas la vérité factuelle que Uma souhaite revisiter, elle l'a dit dès le début. C'est la vérité émotionnelle. Et cette vérité-là tient en une phrase qu'elle livre aujourd'hui. « Je ne savais plus si je pouvais encore lui faire confiance ou si je ne me faisais plus confiance à moi-même. »
Pourtant, elle ne parle pas de trahison comme d'un scandale. Elle parle d'une sensation, d'un glissement, d'un manque. Ethan, de son côté, admettra plus tard « J'ai fait des erreurs, peut-être pas celles qu'on croit, mais j'ai été absent au pire moment. » Les fissures deviennent alors fractures. Les disputes ne sont jamais violentes, mais elles sont plus fréquentes, plus longues, plus lourdes. Elles portent sur tout et rien le temps les priorités, l'éducation des enfants, les films qu'ils choisissent ou qu'ils refusent. Ce sont ces fissures-là invisibles de l'extérieur criantes à l'intérieur qui vont accélérer la descente. Et le documentaire glisse doucement vers l'inéluctable presque comme un constat. Il arrive un moment où deux êtres qui s'aiment encore n'arrivent plus à se rejoindre. Un moment où les silences deviennent plus bruyants que les mots. Il existe des moments où le monde se rétrécit brusquement, où même les pièces les plus vastes semblent manquer d'air. Pour Uma Thurman, cette sensation apparaît en 2004, puis s'accentue jusqu'à devenir une évidence douloureuse, quelque chose s'est brisé, et la réparer ne dépend plus seulement d'elle. Elle n'accuse jamais, elle ne nomme personne, mais elle décrit une atmosphère, une fatigue émotionnelle, une fragilité intime qui, jour après jour, ont englouti la complicité d'autrefois. On ne se parlait plus, ou plutôt, on ne s'écoutait plus. Ces mots tombent avec une douceur presque tragique. La crise naît dans un entrelac de pression, la célébrité qui les dissèque, les tournages qui se chevauchent les enfants encore jeunes, et ces bruits qui enflent autour d'Ethan des rumeurs d'infidélité qui ne cessent de gonfler malgré les démentis. Pour Uma, ce ne sont pas les journaux qui blessent, c'est l'incertitude. C'est ce doute intime corrosif qui vient s'asseoir entre eux même lorsqu'ils sont seuls dans la même pièce. Elle raconte un épisode précis sans donner de date, une soirée de printemps. Les enfants sont couchés, leur appartement est silencieux. Ethan s'approche, tente de renouer le dialogue. Elle l'écoute mais son regard, dit-elle, ne reconnaissait plus l'homme que j'avais épousé. Et pourtant, il insiste « On peut arranger les choses, Uma. On peut encore. » Elle répond doucement, presque dans un souffle « J'ai peur que l'on n'y arrive plus. » Ce n'est pas une rupture, c'est une fissure qui devient abîme. Les mois suivants ressemblent à une succession de tentatives contrariées. Ils essaient la thérapie de couple. Ils réduisent leurs engagements professionnels. Ils passent plus de temps avec les enfants. Mais à chaque étape, une tension invisible détourne leurs gestes, ralentit leurs mots. La voix off souligne « Ce n'est pas une crise spectaculaire. Pas de dispute publique, pas d'éclat, pas de coup de colère. C'est une lente dissolution presque silencieuse, ce qui pour eux est peut-être la pire forme de fracture. » Puis survient le moment que Uma qualifie de point de non-retour. Ethan part en tournée théâtrale. Elle tourne à l'étranger. Les appels se font rares, mécaniques, remplis de politesse. Elle tente d'ouvrir un espace mais l'échange reste figé. Un soir, après une journée harassante, elle téléphone à Ethan. Il décroche tard. Ils parlent quelques minutes. Et soudain, une phrase qu'elle n'avait pas anticipée « Je ne sais plus comment être avec toi ». Elle ne sait pas si c'est lui ou elle qui l'a dite, elle ne veut pas le préciser devant la caméra. Mais cette phrase, dit-elle, a retenti comme un verdict. À partir de là, la rupture s'installe non pas comme un cataclysme, mais comme une évidence. Uma demande une séparation puis un divorce. Les journaux se déchaînent, titrent sur une trahison, une désillusion hollywoodienne, un couple iconique brisé. Elle ne répond pas, elle garde le silence. Ethan lui tente de se défendre dans quelques interviews, puis disparaît momentanément de l'espace médiatique. On s'est détruit en essayant de tenir debout, dit-il plusieurs années plus tard. Le documentaire montre des images d'archives de cette période Uma sur un plateau de tournage concentré mais plus grave. Ethan dans une salle obscure répétant un texte avec une intensité fébrile. Deux existences désormais parallèles, séparées par quelque chose qui ressemble moins à un choix qu'à un effondrement progressif. Elle évoque aussi les enfants. Ils étaient si jeunes, je voulais les protéger de tout. Sa voix se brise légèrement, sans larmes, sans pathos. Juste une fragilité nue. La crise atteint son apogée lorsque le divorce est annoncé publiquement. La presse en parle comme d'un drame. Mais Uma insiste. La vraie douleur n'est jamais dans les journaux. Elle se vit dans les silences de la maison. Et ces silences-là, elle les a portés longtemps, trop longtemps. Le narrateur laisse flotter quelques secondes de respiration comme un respect, puis conclut cette partie avec une phrase révélatrice d'Uma qu'elle lâche presque malgré elle. « Je n'ai jamais su si on aurait pu se sauver, ou si l'idée même de nous sauver était déjà perdue. Une crise qui n'explose pas, qui ne hurle pas. Une crise qui s'effondre froidement doucement, et qui laisse derrière elle un vide où chacun devra réapprendre à vivre. Après une séparation, la vie ne reprend jamais exactement son cours. Elle bifurque, elle hésite, elle tâtonne. Et dans cet entre-deux fragile,
Uma Thurman découvre une chose inattendue. Le silence, celui qu'elle craignait tant, devient soudain une forme de refuge. Je pensais que tout s'écroulerait, mais j'ai trouvé une manière d'avancer pas à pas, confie-t-elle. Les premières semaines sont lourdes. Les enfants posent des questions simples, mais dont la réponse est complexe. Les tabloïds continuent d'interpréter la moindre de ces apparitions. Les studios hésitent, parlent de pause de reconstruction, comme si l'actrice devait être réparée avant d'être réemployée. Pourtant, ce n'est pas une reconstruction, c'est une redéfinition. Elle s'installe dans un appartement plus petit. Elle cuisine davantage. Elle se surprend parfois à ressentir de la solitude, mais aussi quelque chose de plus rare, un espace intérieur. J'ai appris à respirer autrement, dit-elle en souriant légèrement. Ethan Hawke, de son côté, traverse une phase agitée. Il se jette dans le théâtre, dans l'écriture, dans tout ce qui peut le maintenir debout. Il parle peu de cette période, mais une interview datant de 2007 révèle une sincérité brutale. Le divorce a été un miroir. Je n'étais pas fier de ce que je voyais. Il s'éloigne du bruit médiatique, se concentre sur ses projets artistiques plus intimes. Il dirige des pièces, écrit un roman, retrouve une forme de rigueur dans le quotidien. Ce n'est pas une fuite, plutôt une tentative de retrouver un centre de gravité. La voix off souligne la différence entre leur trajectoire. Elle se replie pour se retrouver. Lui avance pour ne pas s'effondrer. Et pourtant, malgré cette distance, un fil invisible continue de les relier, leurs enfants. Ils apprennent à cohabiter autrement, à partager le temps, à dialoguer sans raviver les blessures. Ce n'est pas simple, ce n'est pas idyllique, mais c'est une forme de paix. Le documentaire montre alors quelques images discrètes. Uma déposant Maya à un cours de danse. Ethan assistant à un spectacle scolaire. Des gestes simples dépouillés de toute intention médiatique. Et derrière, une vérité. Leur histoire amoureuse s'est éteinte, mais leur histoire familiale se poursuit plus calme, plus stable, plus mature. Uma évoque aussi cette question que tout le monde lui posait à l'époque. Comment avez-vous surmonté ça? Elle répond aujourd'hui avec une honnêteté qui lui ressemble. Je n'ai rien surmonté. J'ai accepté. Et l'acceptation est parfois la forme la plus profonde de courage. Sa carrière reprend doucement. Elle tourne The Life Before Her Eyes puis Motherhood. Ce n'est plus la frénésie d'autrefois, c'est un mouvement plus lent, plus réfléchi. Elle choisit des rôles qui explorent la vulnérabilité, la maternité, la fragilité humaine. Ethan lui retrouve un second souffle en tant que scénariste et metteur en scène. Before, The Devil Knows You're Dead, The Hottest State puis la résurgence de la trilogie Before. Il apparaît différent, plus posé, plus lucide. Un ami du couple dira dans une archive « Ce divorce les a cassés, mais il les a aussi révélés ». La voix off laisse ce constat résonner. Car au fond, ce n'est pas l'échec d'un mariage que raconte cette partie. C'est la transformation de deux êtres qui, après avoir vécu l'amour, ont dû réapprendre à vivre séparément, sans s'effacer l'un l'autre. Puis vient cette phrase d'Uma, captée hors caméra, presque chuchotée « Je ne lui en veux plus. Je me suis pardonné à moi aussi. » C'est peut-être là que commence réellement l'après-tempête. Pas dans un film, pas dans un choix de carrière, pas dans une victoire publique. Mais dans cette manière nouvelle de regarder l'autre non plus comme une absence qui fait mal, mais comme une partie de soi que la vie a simplement laissée derrière. La caméra saisit son visage un instant. Il n'y a ni amertume ni regret. Juste une forme de paix imparfaite, fragile, profondément humaine. Et dans ce calme retrouvé, un murmure s'installe. Celui de ce qu'elle n'a jamais dit. Celui qu'elle porte depuis des années. Celui qui bientôt fera basculer le documentaire. Le moment où Uma Thurman accepte pour la première fois de briser complètement le silence. Il arrive un moment où les mots longtemps retenus deviennent trop lourds pour rester enfermés. Un moment où le silence cesse d'être une protection et devient une entrave. Pour Uma Thurman, ce moment se produit aujourd'hui devant la caméra à 55 ans. La voix off s'abaisse presque murmurée comme pour accompagner ce geste fragile. Elle ne tremble pas, elle ne cherche pas d'effet dramatique. Elle respire profondément puis laisse tomber une vérité qu'elle n'avait jamais formulée ni dans les interviews, ni dans les livres, ni même, dit-elle, devant elle-même. Je n'ai pas seulement perdu un mariage, j'ai perdu la version de moi-même que j'aimais le plus. Un silence suit, langue, épais. On devine qu'il ne s'agit pas d'une métaphore. Pendant des années, la rupture avec Ethan Hawke n'a pas seulement brisé un amour. Elle a brisé une construction intérieure qu'elle croyait inébranlable. Elle poursuit la voix posée. Avec lui, j'étais quelqu'un de simple. J'étais quelqu'un qui croyait encore à la joie spontanée. J'étais quelqu'un qui riait sans avoir peur d'être fragile. Elle relève légèrement le visage. Ses yeux ne cherchent pas l'emphase. Ils cherchent la justesse. Quand notre histoire s'est effondrée, j'ai cru que c'était de ma faute. Que je n'avais pas su être assez forte, assez aimante, assez présente. La confession n'a rien de plaintif.
C'est un constat froid, douloureux, presque chirurgical. Puis vient la phrase que personne n'attend, celle qui donne toute sa gravité à ce chapitre. Je n'ai jamais été jalouse des femmes dont on parlait. J'étais jalouse du bonheur qu'ils trouvaient loin de moi. Elle marque une pause, comme si elle mesurait pour la première fois le poids exact de cette vérité. On dit toujours que la jalousie concerne l'autre. Mais la mienne, c'était une jalousie tournée contre moi-même. Je me punissais de ne pas réussir à le rendre heureux. La caméra reste fixe. Aucun mouvement, aucun zoom. C'est le type de moment où la télévision française sait s'effacer pour laisser respirer une parole rare. Elle ajoute presque dans un souffle « J'ai longtemps cru que j'étais trop pour lui, puis pas assez ». La contradiction est nue sans défense. On comprend alors que ce qu'elle révèle n'est pas une information nouvelle, mais un sentiment profondément enfoui, la conviction intime d'avoir failli, non pas en tant qu'épouse, mais en tant que femme. La voix off accompagne. Ce n'est pas une confession qui accuse. Ce n'est pas une confession qui répare. C'est une confession qui expose l'angle mort d'une vie publique, l'estime de soi. Puis un autre aveu encore plus inattendu. J'ai mis des années à comprendre que je ne l'avais jamais perdu lui. Je m'étais perdu moi. Elle ferme un instant les yeux comme si cette phrase avait eu besoin d'un dernier élan pour sortir. C'est là que se trouve la véritable révélation, pas dans les faits, pas dans les rumeurs, pas dans ce que le public a cru savoir. La révélation, c'est qu'elle a porté seule un poids qui ne lui appartenait pas entièrement. Et contre toute attente, elle prononce aussi des mots de gratitude. Ethan a été un grand amour. Et malgré tout, il m'a appris à me reconstruire. Pas volontairement, mais parce qu'après lui, j'ai dû apprendre à m'aimer autrement. Ce n'est pas une réconciliation. Ce n'est pas un pardon. C'est une compréhension tardive, presque sereine. Elle conclut sa révélation avec une phrase qui semble contenir toute la gravité, tout le chemin parcouru, toute la maturité de ces années silencieuses. Ce que je n'ai jamais dit, c'est que je l'ai quitté pour ne pas me perdre davantage. Un souffle, une respiration, une vérité enfin posée. Le narrateur laisse quelques secondes de silence. Un silence respectueux, presque sacré, puis reprend doucement. Il y a des révélations qui éclatent. Il y en a d'autres qui apaisent. Celle du Matterman appartient à cette seconde catégorie. Une vérité qu'elle n'avait jamais confiée, pas même aux amis proches, et qu'elle livre ici non pour revisiter le passé, mais pour libérer ce qui restait encore prisonnier. Le plus dur n'était pas de parler de lui, c'était de parler d'elle. Il y a toujours un moment où un récit cesse de parler du passé et commence à parler de la vie qui continue. Pour Uma Thurman, ce passage n'a rien d'un éclat spectaculaire. Il se fait en douceur, presque à pas feutrés dans ce mélange de lucidité et de fragilité qui accompagne ceux qui ont traversé une tempête intérieure. Elle n'idéalise rien. Elle ne dramatise rien. Elle regarde simplement son histoire avec une maturité qui s'est installée au fil des années, presque en secret. Je ne veux plus mesurer ce que j'ai perdu, mais ce que j'ai compris. La voix off se suspend en un instant comme pour laisser ses mots se déposer. Nous la voyons aujourd'hui apaisée, plus ancrée, plus attentive à ce qui l'entoure. Elle dit qu'elle a cessé de chercher des réponses dans le passé et qu'elle préfère désormais comprendre les traces qu'il a laissées parce que ces traces-là racontent ce qu'elle est devenue. Sa relation avec Ethan Hawke n'est plus une blessure ouverte. Ce n'est plus une rupture à justifier, ni un souvenir à effacer. C'est une partie de sa vie qui a façonné son regard, sa force et sa manière de se tenir dans le monde. Je ne regrette plus. J'accepte. Et l'acceptation est une forme de liberté. Les images qui défilent montrent une femme qui avance désormais sans se précipiter, sans se défendre. Elle passe du temps avec ses enfants, aujourd'hui adultes, avec une complicité évidente. Elle s'investit dans son métier différemment, choisissant des projets plus personnels, plus intimes, où l'humanité des personnages compte davantage que leur éclat. De son côté, Ethan Hawke poursuit sa route avec la même sensibilité artistique qui l'a toujours guidé. Leur relation aujourd'hui est paisible, presque amicale. Ils se croisent lors de cérémonies, échangent quelques mots, un sourire discret. Pas de nostalgie visible, pas de tension. Juste deux destins qui reconnaissent que leur histoire commune sans s'y attacher. La voix off prend une tonalité plus contemplative. Ce documentaire n'a jamais cherché à révéler un scandale. Il n'a pas tenté de trouver un coupable. Il a simplement tenté de raconter ce que la vie fait parfois aux êtres qui s'aiment, comment elle les élève, comment elle les use, comment elle les transforme. Uma Thurman rappelle que ce qu'elle a perdu n'est pas seulement un amour. C'est une version d'elle-même qu'elle croyait définitive. Et ce qu'elle a trouvé au fil des années est peut-être encore plus précieux. Une identité qui n'a plus besoin de se définir par le regard ou l'attente de quelqu'un d'autre. Elle confie presque en souriant « Je suis devenue une femme que je n'aurais pas reconnue il y a 20 ans.
Et pourtant, je crois que c'est la femme que j'aurais voulu devenir. » La caméra capte une dernière image. Uma seule dans une pièce simple feuilletant un album discret. Elle tombe sur une photo d'elle et d'Ethan au début des années 2000. Elle ne détourne pas les yeux. Elle ne soupire pas. Elle sourit légèrement, un sourire de gratitude plus que de nostalgie. Elle referme l'album, sans tristesse, sans précipitation. La voix off conclut. Les histoires d'amour ne disparaissent jamais vraiment. Elles changent de forme. Elles deviennent parfois une lumière douce sur les années qui passent, une leçon discrète, une part silencieuse de ce que nous sommes. Le film se termine sans emphase, sans musique grandiose. Juste l'écho feutré d'une vérité simple, et sur la table, il reste une photo. Le temps lui ne dit plus rien.